Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule sur Google Classroom. Je me présente, Sébastien Huneau, je suis enseignant en technique de l'informatique au Cégep de l'Outaouais. Donc, on m'a demandé durant l'été si c'était possible de faire quelques capsules sur Google Classroom, étant donné que la popularité semble grandir. Déjà d'entrée de jeu, je peux vous dire que j'utilise du Google Classroom depuis la session d'hiver 2016 et je n'ai jamais vraiment eu le besoin ou ressenti le besoin de retourner vers Léa ou de m'en aller vers Moodle. Google Classroom possède tous les outils dont j'ai besoin et en plus est en constante évolution, permet le travail collaboratif et surtout très facile d'utilisation pour les enseignants et pour les étudiants. Donc avec vous, au cours des prochaines capsules, on va regarder différents sujets. Donc, j'ai fait pour vous un plan de cours. Et puis, ça va être des petites capsules vidéo de quelques minutes pour vous permettre de vous familiariser un peu avec l'outil. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce que Google Classroom, faire un petit aperçu, un survol de comment ça fonctionne. On va parler un peu de comment accéder aux produits de Google. Donc, ça va vous prendre des comptes pour vous et pour les étudiants. On va regarder comment créer une classe ou plusieurs classes, comment ajouter des étudiants et comment ajouter d'autres enseignants pour venir nous assister dans notre travail. On va regarder comment créer des thèmes ou des catégories. Donc, c'est la même chose. Google appelle ça des thèmes. On va voir comment ajouter des documents pour consultation. Donc, je pense au plan de cours, je pense à des notes de cours qui pourraient être utiles pour lire. Mais on va aussi voir comment rajouter des documents collaboratifs. Donc, si on veut permettre à des étudiants de travailler ensemble sur le même document ou si on veut faire un projet de classe qui va englober la totalité du groupe, comment faire pour pouvoir collaborer dans le même document. On va regarder comment ajouter des travaux, donc des devoirs, comment faire pour corriger les travaux et finalement publier les notes aux étudiants. On va aussi faire un survol sur les différentes façons de faire des grilles d'évaluation, donc pour nous permettre de corriger plus facilement les travaux, pour que les étudiants soient au courant de votre façon de corriger. Et si jamais vous décidez de faire des examens, ben, les grilles d'évaluation sont vraiment très, très, très utiles. Et finalement, on va regarder comment créer un examen en ligne à l'aide de Google Forms. Donc, c'est soit un examen à choix de réponse ou avec des questions à développement. Je vais vous montrer en même temps mon approche pédagogique pour la correction de l'examen en classe et finalement la remise des notes sur Classroom ainsi que sur Léa. Alors, sans plus tarder, commençons avec un survol sur Google Classroom. Alors, répondons à la question, qu'est-ce que Google Classroom? Eh bien, Google Classroom est un logiciel de gestion de classe et de gestion de cours semblable à Moodle et à Léa. Je vais vous démontrer un peu un cours que j'ai donné en hiver 2019 qui s'appelait Installation d'un serveur 2. Et puis vous allez voir le cours complètement rempli avec les travaux. Donc déjà d'emblée, on peut voir la première page qui va m'indiquer un flux d'informations très similaire à ce qu'on pourrait retrouver sur une page Facebook. Donc, si jamais l'enseignant ou les étudiants ont des annonces à faire, la première page qu'ils vont avoir se retrouvera avec les annonces envoyées et certains étudiants peuvent également répondre très facilement. Le deuxième onglet, nous allons retrouver les travaux et les devoirs et c'est surtout dans cet écran que les étudiants et les enseignants vont travailler principalement. Il nous est possible de catégoriser nos semaines ou par thème ou un peu comme on désire et d'y attacher des documents, des travaux, des laboratoires. Une différence que nous allons voir plus tard est qu'un laboratoire devrait être remis, tandis qu'un document est simplement pour une consultation. Par exemple, si je vais vous montrer dans les thématiques à la gauche, eh bien, on peut voir le plan de cours qui aura été déposé, que l'étudiant peut consulter. On pourra voir une documentation. Donc, ceci est un exemple de document collaboratif qui avait été fait en tout début de session. Et un des prérequis pour le cours, très très important pour faire les laboratoires de groupe, et la dernière colonne qui doit être unique pour tout le groupe. Eh bien, ce document a été rempli par chacun des étudiants individuellement en consultant le document avant d'insérer son information et nous n'avons eu aucun problème avec le laboratoire de groupe. On peut voir également chacune des semaines, j'ai décidé de faire des semaines avec des thématiques
Comme ça, on peut retrouver les laboratoires un peu plus facilement. Et à l'intérieur de chacune des semaines, donc j'ai pu y insérer, par exemple, un travail qui était à remettre ou un travail qui était à faire en classe. C'est certain que dans mon cas, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de remises, car c'est beaucoup de travaux pratiques et les étudiants me font une démonstration au lieu de me remettre un document. Le troisième onglet va indiquer les personnes, les étudiants ou les enseignants qui se trouvent dans la classe. Présentement, il n'y a qu'un seul enseignant, mais si j'avais eu besoin d'un coup de main, j'aurais pu demander à un collègue de venir m'aider. Et finalement, on peut voir l'onglet avec les notes. Donc, si jamais vous avez des travaux qui sont notés, on pourrait voir les notes de chacun des étudiants ainsi que la moyenne. Afin d'accéder aux outils Google, il est important d'avoir un compte créé pour soi ainsi que pour chacun de ses étudiants. Lorsque vous aurez vos salles de classe, vous pouvez m'envoyer un courriel à moi, Sébastien Huneau, avec mon adresse courriel, avec vos étudiants. La procédure est assez simple. Donc, vous allez dans Léa, vous choisissez le groupe qui vous intéresse pour avoir vos comptes créés. Vous allez afficher votre liste étudiante pour votre classe et vous me faites un copier-coller de votre liste de classe dans un courriel. Ensuite, moi, je vais m'occuper personnellement de créer chacun de vos comptes pour chacun de vos étudiants, ainsi que votre compte à vous si vous n'en avez pas déjà un. Une fois les comptes créés et les mots de passe modifiés, on peut se rendre sur le site web classroom.google.com pour ensuite se connecter avec son compte d'institution. Votre courriel, votre compte Google est le même courriel que votre courriel du cégep. Donc, prénom.nom à commercial cégepoutaouais.qc.ca. Pour les étudiants, le compte sera leur numéro d'étudiant à commercial cégepoutaouais.qc.ca. Une fois connecté, vous allez avoir accès à la page principale de Google Classroom et être capable de créer vos propres cours ou pour les étudiants, ils seront ainsi capables de rejoindre un cours auquel vous les aurez invités. Pour créer une nouvelle classe dans Google Classroom, il suffit de vous rendre à l'adresse classroom.google.com, de vous connecter avec votre compte tel vu dans la vidéo précédente et d'utiliser le plus situé en haut à droite. Vous allez être en mesure de pouvoir créer un nouveau cours pour vos étudiants. Nous allons devoir entrer quelques informations obligatoires, par exemple le titre du cours. Et il est également possible d'avoir de l'information supplémentaire. Pour vous aider à visualiser, je vais simplement entrer exemple de section, exemple d'objet et exemple de salle. Et une fois les informations entrées, on a besoin de cliquer sur Créer. Ça se peut que ça prenne quelques instants pour que le cours soit créé, mais une fois le cours bien installé, bien en place, on sera maintenant en mesure d'ajouter quelques étudiants. Donc, mon cours est présentement vide. Je n'ai aucun étudiant, je n'ai aucun travail, je n'ai aucun devoir. On peut voir le titre du cours inséré en haut, exemple de section. Et si on se promenait un petit peu dans le site Internet, on pourrait voir les sections et ajouter une description. Il est également possible, à l'aide de Google Classroom, de réutiliser un cours que vous avez déjà enseigné. Donc, c'est très utile, par exemple, pour les classes ou pour les cours dont la matière change peu, ou pour un cours que vous désirez donner à plusieurs groupes. Je vais me rendre dans mes cours archivés. Je vais sélectionner le cours dont j'ai besoin d'avoir une copie et je vais utiliser les trois petits points situés en haut à droite du cours. Il me sera finalement possible de copier le cours, incluant tous les travaux, toutes les thématiques, toutes les catégories, tous les devoirs, mais avec aucun étudiant à l'intérieur. Donc, ça va énormément me sauver du temps et je n'aurai pas besoin de tout recommencer à réinsérer mes travaux un à un. Afin de pouvoir ajouter vos étudiants,
il est très important de m'envoyer un courriel au préalable afin que vos étudiants puissent avoir un compte Google. Si ce n'est pas fait, vous ne serez pas en mesure de les retrouver. De plus, il est important de souligner que les comptes personnels ne sont pas compatibles avec nos comptes Google institutionnels, d'où l'importance que chaque étudiant ait un compte créé avec leur courriel à commercial-cegepoutaouais.qc.ca. Si vous voulez ajouter des étudiants dans vos cours, donc il suffit de vous rendre sur classroom.google.com, de sélectionner le cours que vous désirez ajouter des étudiants. Vous choisissez l'onglet Personnes en haut et vous serez en mesure d'ajouter vos étudiants un à un. Malheureusement, il n'est pas encore possible d'ajouter un groupe d'étudiants à la fois. Donc, on va être obligé d'ajouter les étudiants un à la fois. Si vous désirez à la place que vos étudiants rejoignent eux-mêmes votre cours, il est possible que vos étudiants se rendent à l'adresse classroom.google.com. Vos étudiants verront alors le plus en haut à droite et pourront choisir l'option Rejoindre un cours. L'étudiant se verra demander le code du cours, le code que vous devrez leur fournir. Pour trouver votre code du cours, il suffit d'aller dans le cours pour ajouter votre étudiant, de choisir, de voir ici le code du cours et vous allez pouvoir leur envoyer un courriel ou leur afficher à l'écran le code. Les étudiants vont alors entrer leur code à l'intérieur et pouvoir rejoindre votre cours. Si vous êtes plusieurs enseignants à donner le même cours, il est possible de joindre un second enseignant ou un troisième enseignant à votre cours. Il aura ainsi accès à votre même liste de classe, aux mêmes travaux, aux mêmes devoirs, donc cela va grandement améliorer le travail collaboratif. Pour ajouter un second enseignant à votre classe, vous allez dans l'onglet Personnes et vis-à-vis l'entête enseignant, vous appuyez sur le plus. Vous allez pouvoir finalement entrer le courriel de votre enseignant, de votre collègue, afin que celui-ci puisse être invité au cours. Une fois que l'enseignant aura accepté votre invitation, il aura accès aux mêmes informations que vous dans Google Classroom. Il est encore important de mentionner que votre collègue devra également avoir un compte Google institutionnel et il ne pourra pas utiliser son compte Google personnel. Alors, si votre collègue n'a pas de compte, simplement lui dire de m'envoyer un courriel avec ces informations, nom, prénom, et moi je vais me charger de lui envoyer, de lui créer un compte et de lui envoyer les détails par courriel. Pour vous aider à mieux classifier ou mieux organiser vos travaux que vous allez distribuer à vos étudiants, il est possible de créer des thèmes ou des catégories dans Google Classroom. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet Travaux et devoirs, cliquer sur le bouton bleu en haut à gauche Créer et choisir Thème. On va pouvoir entrer le nom d'un ou plusieurs thèmes qu'on décide d'ajouter dans Google Classroom pour ainsi mieux classer nos documents. Personnellement, des thèmes que j'aime bien mettre vont être par exemple le plan de cours, où je vais pouvoir déposer le plan de cours ou les documents connexes en début d'année. Des thèmes qui pourraient être intéressants seraient par exemple si vous aimez bien classer vos documents par semaine, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3 avec vos travaux. Mais il pourrait être intéressant aussi d'avoir une thématique avec les solutions. Donc comme ça, les solutions vont tous être regroupées sous la même catégorie. Une fois les thèmes créés, il est possible de les déplacer ou de changer l'ordre très facilement en maintenant le clic sur le thème et puis en déplaçant la thématique. Si vous changez d'idée, que vous décidez en renommer ou en supprimer un, simplement utilisez les trois petits points en haut à droite du thème et vous avez les options renommer ou supprimer. Donc, par exemple, semaine 1 sera déplacé et je pourrais le remplacer par une autre thématique qui pourra être exercice. Lors du prochain vidéo, nous allons voir comment rajouter des documents de consultation, dans ce cas-ci, le plan de cours. Maintenant que j'ai créé mes thèmes, il va maintenant être temps de pouvoir rajouter des documents pour que mes étudiants puissent les consulter et les utiliser.
Donc, comme vous pouvez voir, les thématiques que j'ai créées sont travaux, exercices, les examens, des solutions, un endroit pour mettre des documents de référence, ainsi que, bien entendu, le plan de cours. Il faut savoir que le plan de cours, on doit quand même le remettre sur Léa, mais j'aime quand même l'avoir directement dans Google Classroom, ainsi les étudiants n'ont pas deux places à aller. Donc, je vais commencer par ajouter le plan de cours. Je vais me rendre toujours dans l'onglet Travaux et devoirs. Je vais cliquer sur le bouton Créer et je vais choisir Documentation. Donc, en utilisant un travail de type documentation, ça va permettre aux étudiants de consulter le document sans nécessairement être obligé de le remettre. Donc, je vais ouvrir Documentation. On va donner un titre, plan de cours, description si jamais on voulait en avoir une. Et en bas, j'ai deux boutons que je peux utiliser. Si je choisis Créer, ça va me permettre d'intégrer un document, un PowerPoint, un Excel, un dessin ou un formulaire Google Form et de le créer en même temps. Dans mon cas, j'ai déjà le plan de cours de fait, alors je vais décider, je vais utiliser le premier bouton, c'est-à-dire Ajouter. On peut ajouter plusieurs types de documents. Donc, si j'avais déjà le document créé dans Google Drive, je pourrais utiliser cette option. Si on avait un lien vers un site Internet intéressant, on peut utiliser l'option Fichier qui va qui va nous permettre d'ajouter un fichier sur notre ordinateur. Ou si on avait un lien vers une vidéo YouTube, soit une vidéo qu'on a nous-mêmes enregistrée ou une vidéo qu'on trouve intéressant. Dans mon cas, le plan de cours se trouve sur mon ordinateur. Alors, je vais choisir Fichier et je vais cliquer sur le bouton Sélectionner des fichiers sur votre appareil. L'explorateur de fichiers va être affiché. Je vais naviguer à travers mon ordinateur pour aller choisir le document qui m'intéresse, dans ce cas-ci, le plan de cours. Et je vais cliquer sur le bouton bleu en bas à gauche, Importer. Si j'avais plusieurs documents à ajouter en même temps, je pourrais ajouter d'autres fichiers. Ainsi, ma documentation va avoir plusieurs documents, mais dans ce cas-ci, le plan de cours va seulement en avoir un. Mon plan de cours a été importé. À droite, on a l'option pour, si on agrandit un petit peu. Le premier, liste déroulante, va m'afficher toute la liste des cours que je donne. Ainsi, si j'ai plusieurs groupes différents, je pourrais tout simplement cocher mes deux cours et en une seule action, le plan de cours serait distribué à tout le monde. La liste déroulante de droite va m'afficher la liste des élèves. Présentement, je n'ai aucun élève. Mais si on avait plusieurs élèves, une classe complète, on pourrait envoyer le document à tout le monde. Ou si certains documents étaient spécifiques à certains étudiants seulement, eh bien, je pourrais décocher tous les élèves et choisir les étudiants. Finalement, la portion à ne pas oublier, thème. Sous quelle section ou sous quelle thématique est-ce que je veux mettre le plan de cours? Bien, dans ce cas-ci, j'ai fait une section plan de cours, alors je vais choisir la thématique plan de cours et je vais publier la documentation. Si j'utilise la petite flèche à droite, je peux publier immédiatement. Je pourrais programmer la publication de ma documentation à une date ultérieure ou enregistrer le brouillon, c'est-à-dire de pouvoir continuer à travailler un petit peu plus tard sur l'élaboration de mon travail. Je vais choisir de publier immédiatement la documentation et on va pouvoir s'apercevoir qu'en bas, tout à fait, sous la thématique plan de cours, j'ai maintenant une documentation qui vient de se rajouter que les étudiants vont pouvoir consulter. On va prendre quelques minutes pour ajouter un second travail. Donc, je vais retourner sur Créer, documentation encore une fois. Et dans mon cas, je vais rajouter un guide, en fait, des normes de programmation. Donc, c'est un guide qu'on fournit à nos étudiants pour leur aider à mieux programmer. Cette fois-ci, le document se trouve directement dans mon Google Drive. Donc, je vais choisir Ajouter, Google Drive. Je vais naviguer à travers mon Drive. Et je vais choisir le guide des normes de programmation. On va le publier pour le tutoriel, on va le publier à tous les élèves. Je vais volontairement oublier de choisir la thématique.
Et comme vous pouvez voir, mon document s'est posté directement en haut tout à fait. Il n'est pas à l'intérieur d'une thématique ou d'une catégorie. Si je veux le déplacer, je vais simplement maintenir le clic gauche de ma souris et l'emmener sous la bonne thématique. Maintenant, mon document va se trouver à la bonne place. Il pourrait être parfois utile de créer des documents où tous les étudiants peuvent participer en même temps. Ça pourrait être très utile, par exemple, si vous voulez obtenir les coordonnées de vos étudiants de façon à ce que ce soit plus facile de les rejoindre que par Mio ou que par courriel. Ça pourrait être pour un travail d'équipe, un travail de classe, un projet de groupe où les informations des uns et des autres peuvent avoir des impacts importants sur le déroulement de l'activité. J'ai créé un document dans mon Google Drive surnommé Coordonnées du groupe et j'aimerais que mes étudiants puissent à l'intérieur inscrire leur nom et une adresse courriel à laquelle tout le monde pourrait les rejoindre plus facilement. Donc, ça va être une façon de communiquer plus rapidement. Je ne veux pas être obligé de remplir le document moi-même. J'aimerais que ça se fasse automatiquement par les étudiants. Donc, dans Google Classroom, on va aller rajouter ce document. Je vais encore utiliser le bouton Créer. Dans ce cas-ci, ça va être encore une documentation ou non, ça va plutôt être un devoir. Donc, je vais m'arranger pour que les étudiants soient obligés de remettre leur travail. Donc, devoir. Un titre coordonnées. Je vais ajouter un document qui provient de Google Drive. Et je vais aller choisir mon document coordonnées du groupe. À droite de mon travail, j'ai maintenant une nouvelle liste déroulante. J'ai trois choix. Premier choix, consultable par les élèves. Donc, c'est un document pour un devoir que les élèves vont seulement pouvoir consulter. Ils ne pourront jamais le modifier. Donc, si on avait un document connexe à un travail, c'est l'option que je pourrais choisir. J'ai la dernière option, faire une copie par élève qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, c'est une façon d'avoir des travaux individuels. Mais l'option qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'option modifiable par les élèves. Donc, il va avoir seulement qu'un document, coordonnées du groupe, que tout l'ensemble du groupe vont être capables de modifier en même temps. Je vais aller choisir à droite les options pour le nouveau travail. Donc, c'est pour le cours tutoriel Google, c'est pour tous les étudiants. Les points, je peux choisir d'attribuer des points. Dans ce cas-ci, on ne mettra pas de notes. La date limite, j'aimerais bien que ça soit remis pour vendredi avec une heure facultative, par exemple 14 heures. Et la thématique, je vais aller le mettre dans les références. Ici, c'est une façon plus facile de retrouver mes choses. On va voir aussi dans les vidéos subséquentes la possibilité de créer des grilles d'évaluation. Donc, très pratique pour les travaux qui valent des points ou pour les examens, le cas échéant. Donc, j'ai toutes mis mes informations. Je vais publier le devoir. Et je vais bien m'assurer que le devoir a été publié dans les coordonnées. Étant donné que je l'ai publié sous forme de devoir, je peux voir qui a été attribué à deux personnes. Si on affiche le devoir, donc les deux personnes, je me suis fait deux comptes étudiants. Je pourrais aller voir les instructions, ouvrir le document du groupe, puis à l'aide de mon autre écran, je vais ouvrir le devoir par les étudiants et les étudiants vont commencer à modifier le travail. Ce qui est vraiment intéressant avec Google Classroom, Google Doc et etc., c'est la possibilité de pouvoir tout le monde travailler ensemble en même temps. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai deux nouvelles personnes qui sont arrivées, deux étudiants qui sont là, étudiant 01, étudiant 02. Et puis, si j'arrive, étudiant 02, à cégepoutaouais.qc.ca et finalement, étudiant 01 à cégepoutaouais.qc.ca. Donc, je peux voir le travail qui a été rempli automatiquement
par les étudiants pendant même que je regardais le document. Donc, on a 3 personnes qui ont été capables de travailler sur le document de façon simultanée pour remplir un même document que maintenant tout le monde peut consulter. Voyons maintenant comment rajouter des travaux et des devoirs pour vos étudiants. En passant, si on regarde dans l'écran du flux de Google Classroom, on peut voir que ça commence à se remplir avec les documents qui ont déjà été publiés. Pour ajouter un travail ou un devoir, je vais aller dans l'onglet Travaux et devoirs et j'ai préparé un petit document pour que les étudiants puissent repratiquer leurs exercices en français, pratiquer leur accord de verbe. Donc, le but de l'exercice est bien simple, c'est de corriger les phrases où j'ai glissé quelques erreurs. Pour ajouter notre nouveau travail, je vais cliquer sur le bouton Créer et je vais choisir Devoir. Je vais entrer le titre du devoir, une instruction ou une description. Je vais ajouter le document dans Google Drive à partir de Google Drive et je vais aller sélectionner le travail 01 exercice. Cette fois-ci, étant donné que c'est un travail individuel, au lieu de choisir modifiable par les élèves, je vais effectuer une copie par élève. Donc, chaque étudiant va avoir son propre document de travail dans lequel il va pouvoir travailler. Je vais sélectionner ma classe, tutoriel, pour tous les élèves. Nombre de points, je vais attribuer 10 points pour l'exercice. Il va y avoir une date limite demain, en fait aujourd'hui, à 14 heures. Et je vais choisir la thématique exercice. Dans le prochain vidéo, on va pouvoir regarder comment faire une grille d'évaluation. Mais pour l'instant, on va y aller avec un travail de 10 points seulement. Je vais maintenant publier le devoir. Et on peut voir que le travail a bel et bien été publié. Attribué à 2 personnes. Rendu à l'écran ici, si je désire voir le travail que chacun des étudiants va avoir fait, je peux simplement cliquer sur son travail et je vais pouvoir regarder où l'étudiant est rendu dans son travail de français. Donc présentement, l'étudiant n'a pas commencé, mais un peu plus tard, il va avoir fait son exercice et on va pouvoir regarder comment faire la correction. Maintenant que la date limite est dépassée, je vais aller voir comment mes étudiants ont fait avec leur travail. Donc, juste pour vous prévenir, j'ai changé la date limite, l'heure limite à 9h23 pour que ce soit plus facile pour vous montrer comment fonctionne la remise des travaux. Donc, je vais aller voir le travail qui a été remis effectivement par mes 2 étudiants. Je peux déjà voir ici à gauche ma liste de l'étudiant et je vais pouvoir m'apercevoir que l'étudiant numéro 2 a terminé son travail en retard. Donc, libre à moi de déterminer si j'accepte ou je refuse son travail. Je vais aller voir l'étudiant numéro 1. Je vais cliquer sur Afficher l'historique et je vais pouvoir voir l'heure exacte à laquelle auquel l'étudiant m'a remis son travail. Je vais répéter le même exercice avec l'étudiant numéro 2 et on peut voir que l'étudiant a commencé par me remettre son travail à 9h23, me l'a remis en retard une première fois, a décidé de reprendre son travail à 9h25 pour peut-être faire des modifications pour ensuite me le remettre une seconde fois. Donc, même si l'étudiant avait déjà terminé son travail, il a toujours la possibilité de le reprendre, de le compléter et de me le remettre. Par contre, seule la date finale et l'heure finale sera prise en compte pour déterminer si le travail a été remis en retard ou non. On va aller maintenant corriger le travail de mes étudiants. Donc, je vais aller dans le devoir des élèves et je vais cliquer sur un des 2 étudiants. Déjà, l'interface va changer légèrement. Je vais retrouver le document, la copie du document qui a été fait par l'étudiant et je vais pouvoir corriger, apporter les modifications si nécessaire. Par défaut, le mode de modification est en mode suggestion, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais apporter des modifications, l'étudiant va voir ce qui s'est passé. Il est également possible, par exemple dans le cas de manger et de pouvoir lui rajouter peut-être une réponse ou de lui rajouter
un commentaire. Bon, j'ai terminé la correction de mon étudiant. Je vais lui attribuer une note. C'était très moyen. On va lui donner un 5 sur 10. Je peux lui donner un commentaire privé. Je vais publier son commentaire. En haut, c'est écrit non rendu. Cet état fait référence à la publication de la note. Donc, présentement, la note n'est pas publiée. L'étudiant ne sait pas encore quelle note il a obtenue. Je vais tout de suite aller corriger le second étudiant. Déjà, je peux voir qu'il l'a terminé en retard. Je vais tout de suite m'apercevoir que l'étudiant a l'air d'avoir fait un très bon travail, qu'il m'a même laissé un commentaire. Je ne me souviens plus de la règle. Alors, je pourrais écrire la règle, voir livre de français, page 18, par exemple. Et je pourrais déterminer que son travail est quand même un très bon travail. Malheureusement, il a été terminé en retard, donc à savoir si j'enlève des points ou non à ma discrétion. Dans ce cas-ci, on va lui donner un 6 et on va pouvoir lui donner un commentaire. Donc le commentaire est publié. Les notes ne sont pas encore rendues. Je peux voir que les deux notes ont été attribuées, les deux en format brouillon. Je vais maintenant rendre la totalité des devoirs à mes étudiants. Et voilà, ma correction est terminée pour ce travail. Mes étudiants vont avoir reçu un courriel avec leurs notes. Ils vont également avoir vu tous les commentaires que j'ai laissés dans leur document. Et si jamais ils veulent me répondre, libre à eux ou à venir me voir dans mon bureau. Pour certains travaux, il pourrait être intéressant de créer une grille d'évaluation pour faciliter la correction et aussi afin d'informer l'étudiant sur quoi il sera noté. Avant de vous montrer comment créer une grille d'évaluation, allons voir à quoi ressemble la version étudiante. Quand l'étudiant regardera son nouveau travail à faire, projet avec grille d'évaluation, il pourra ouvrir son travail, afficher son devoir et il sera présenté les 3 critères que j'ai faits pour ma grille d'évaluation. Chacun des critères peut être affiché indépendamment pour voir précisément sur quoi il sera évalué. Une fois que l'étudiant aura complété son travail et qu'il sera prêt à rendre son devoir, on va pouvoir retourner en tant qu'enseignant pour voir comment créer une grille d'évaluation, faire la correction et revenir en tant qu'étudiant pour voir le résultat final. De retour en tant qu'enseignant, nous allons créer un nouveau devoir et faire une nouvelle grille d'évaluation. Donc, pour créer un devoir, j'appuie sur le bouton bleu « Créer » et je vais sélectionner « Devoir ». Je vais entrer un titre. Et une fois que le projet sera enregistré, en bas à droite, je pourrai appuyer sur le bouton « Plus grille d'évaluation ». 3 options me seront présentées, soit pour créer une nouvelle grille d'évaluation à mon goût, réutiliser une grille d'évaluation que j'aurais fait au préalable pour un autre cours ou pour un autre devoir, ou importer à partir de Google Sheet si j'en avais fait à l'aide d'Excel ou Google Sheet. Pour la démonstration, nous allons créer une nouvelle grille d'évaluation, insérer rapidement les critères, une description pertinente pour le critère, et finalement les niveaux ainsi que les points. Donc par exemple, pour le critère documentation, on pourrait mettre 3 niveaux, 10 points, 6 points et 0 points. Le titre pour 10 sur 10, excellent, avec une description. Titre pour moyen.
Et finalement, insuffisant. Si j'avais d'autres critères à rajouter, je pourrais utiliser le bouton plus ajouter un autre critère et continuer ainsi de suite jusqu'à ce que tous mes critères soient remplis. Une fois mes critères entrés, je n'ai qu'à cliquer sur Enregistrer en haut à droite et continuer la création de mon devoir tel que vu dans les vidéos précédentes. Je vais maintenant annuler la création de mon devoir et aller corriger l'étudiant qui a remis son travail un peu précédemment. On reconnaîtra l'interface que nous avons utilisée dans les vidéos précédentes pour corriger, à la grande différence qu'à la droite, on peut voir mes critères d'évaluation. Il est possible d'ouvrir le critère d'évaluation afin de l'avoir dans une page bien séparée ou de pouvoir les regarder un peu plus attentivement si on souhaite. Maintenant, nous allons corriger le devoir. Nous allons pouvoir apporter les commentaires qui nous intéressent. Par exemple, qualité de la présentation. Très bien. Projet technique, dire que c'était bien. Et la documentation qui était excellente. Simplement en sélectionnant les différents choix, les points se sont automatiquement attribués et le total pour l'évaluation, qui était sur 80 selon mes critères, se sont automatiquement transposés pour la note finale du projet. Donc, 3 clics pour être capable d'avoir ma note, mes calculs faits automatiquement. Ma correction terminée, je peux finalement rendre le devoir à l'étudiant et celui-ci sera en mesure de vérifier son travail ainsi que les commentaires si je lui en ai mis. Donc, de retour avec la version étudiante, si je rafraîchis ma page, on peut voir que les critères sont bien remplis et j'ai la possibilité de voir précisément les points que j'ai obtenus et les commentaires si l'enseignant en avait mis. Comme dernière vidéo, nous allons voir comment créer un examen en ligne ou un formulaire à choix de réponse ou à questions à développement. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. La première méthode est d'avoir son formulaire Google Forms déjà prêt, déjà créé d'avance dans notre Drive Google. Si vous n'en avez pas, il est possible de créer un nouveau formulaire ou un questionnaire directement à partir de Google Classroom. Donc, nous allons aller sur le bouton Créer et nous allons choisir Questionnaire. Automatiquement, un questionnaire se fera créer pour nous. Alors, je vais rentrer les mêmes informations que je rentrerais si c'était un devoir. Choisir le groupe, les étudiants, le nombre de points à attribuer à mon questionnaire, lui donner un thème et cliquer sur le quiz créé par défaut. Donc, rendu dans cet écran, c'est là qu'on va être capable de créer notre quiz, notre examen, pour pouvoir lui attribuer des questions, des solutions et des points. On va commencer par changer le nom du quiz. Et changer quelques paramètres bien importants pour être capable de faire un bon examen. Donc, en haut à droite, on a une roue juste à côté du bouton Envoyer. Et les paramètres importants à changer. Donc, premièrement, collecter les adresses email. Donc, de cette façon, on va s'assurer que les étudiants, on va savoir exactement qui a répondu. Limiter l'accès aux utilisateurs du Cégep de l'Outaouais. Ainsi, on ne pourra pas envoyer le lien à d'autres personnes. Limiter à une seule réponse. Donc, on ne veut pas que les étudiants puissent remplir leur examen plusieurs fois. Dans l'onglet Présentation, trier les questions en mode aléatoire. Donc, si on est en classe, on peut vraiment prévenir le plagiat d'un étudiant qui regarde sur l'écran d'autres pour savoir où il est rendu. Et finalement, dans l'onglet Questionnaire, je vais convertir mon quiz en questionnaire, c'est-à-dire avoir des points qui vont être attribués à chaque question. Pour la publication de la note, personnellement, j'aime bien envoyer la note
plus tard, après une vérification manuelle des résultats des étudiants. Et moi, je corrige de toute façon mes examens en classe avec les étudiants. Donc, c'est deux pierres d'un coup. Et finalement, je vais enlever les questions aux réponses incorrectes et les bonnes réponses pour le moment. Donc, c'est une façon que l'étudiant ne puisse pas voir les bonnes réponses ou les mauvaises réponses immédiatement après avoir fait son examen. Mais une fois que tous les étudiants vont avoir soumis leur examen, je pourrai revenir les cocher. Comme ça, les étudiants vont voir les bonnes réponses. Et enregistrer. Et maintenant, on va être prêt à faire notre examen, à créer nos questions. Donc, première question, on va y aller de façon très simple. Combien font 2 plus 3? Et à la droite, j'ai une liste déroulante qui me permet de choisir plusieurs options de choix pour que les étudiants puissent répondre. Donc, dans ce cas-ci, on va y aller avec un choix multiple. Ça va être un petit peu plus facile. Donc, on pourrait dire 2 plus 3, est-ce que ça fait 3? Est-ce que ça fait 5, 6 ou 7? Bien entendu, il n'y a seulement qu'une bonne réponse. Je vais cliquer en bas sur « Corriger ». Ça va permettre de choisir la bonne réponse et d'accorder un nombre de points pour la question. Si on voulait vraiment faire l'examen comme il faut puis mettre le plus de rétroaction possible, il serait même possible de rajouter des commentaires à la question pour un étudiant qui a répondu une mauvaise réponse et pour un étudiant qui a répondu une bonne réponse. On pourrait joindre un lien ou une vidéo sur YouTube avec des explications supplémentaires. Donc, j'ai choisi la bonne réponse, j'ai attribué le nombre de points. Ma question est maintenant faite. Je vais même rendre la question obligatoire, comme ça les étudiants ne vont pas oublier une question par mégarde. Deuxième question, on va y aller avec une question un peu différente. Combien font 36 plus 27? Et au lieu de donner un choix de réponse aux étudiants, on va leur laisser insérer une réponse courte. Donc, une réponse courte, c'est une réponse sur une seule ligne que les étudiants vont devoir taper à la main. Je vais rendre cette question obligatoire et on va aller insérer la bonne réponse et le nombre de points. Donc, 2 points pour la réponse et 26 plus 37, ça fait 63. J'ai moi-même pu entrer la réponse. Cette réponse sera considérée comme la bonne et toutes les autres réponses vont être marquées comme incorrectes automatiquement. À noter que j'ai toujours la possibilité, une fois que l'examen aura été auto-corrigé, de moi-même modifier les points ou de moi-même modifier tous les paramètres. Donc, c'est jamais une étape qui va me mouler dans le béton, comme on dit. Je vais toujours avoir la possibilité de changer par après. On va se faire une autre sorte de question. Faire un peu de copier-coller. Donc, quels sont les protocoles utilisés pour naviguer sur le web? Et il y a de multiples protocoles en informatique. On va les entrer, mais à l'aide de cases à cocher. La différence entre une case à cocher et un choix multiple, je dois choisir une seule des options. Tandis que des cases à cocher, je peux choisir plusieurs options. Donc, on va en entrer quelques-unes. HTTPS. Encore une fois, c'est une question obligatoire. On va aller dans le corriger, attribuer les 2 points et les bonnes réponses. Et dans ce cas-ci, il y a 3 bonnes réponses principales pour naviguer sur le web. Les étudiants doivent avoir les 3 bonnes réponses sur 3 pour avoir leurs 2 points. Si vous avez des méthodes, si vous avez des façons de pondérer différentes, vous allez toujours pouvoir les ajuster une fois que l'examen sera terminé par les étudiants. Terminé. Et on peut passer à un autre type de question. Allons-y avec une nouvelle section qui est l'équivalent de faire une nouvelle page. Donc, les étudiants vont pouvoir avoir, par exemple, une première section sur le sujet numéro 1, une deuxième section sur le sujet numéro 2 et une dernière section sur un sujet numéro 3. Donc, dans la première section, on l'avait appelé examen mi-session, mais un meilleur titre pour notre exemple serait peut-être question à choix de réponse. Et la deuxième section, des questions à développement.
Donc, première question à développement. On va y aller encore là, tout simple. Comment conjuguer le verbe avoir au présent à la deuxième personne du singulier? Puis, on va choisir une réponse courte. On va rendre la question obligatoire. Corriger. 2 points. Et conjuguer le verbe avoir au présent à la deuxième personne. Tu es. Et toutes les autres réponses comme étant incorrectes. Et finalement, la dernière question qu'on va rajouter, question un peu plus philosophique, expliquer comment Platon réagirait à la crise ethnique vécue présentement aux États-Unis. Donc là, je m'attends à ce que les étudiants entrent plus que 2 mots. Donc, nous allons choisir un paragraphe. C'est certain qu'avec un paragraphe, ça va être difficile de corriger automatiquement la question. Donc, c'est une question que je vais devoir vérifier à la main, manuellement. Et puis, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Juste avant de terminer, on va regarder rapidement les différentes options qu'on peut avoir. Donc, il pourrait avoir une liste déroulante. Donc, ça ici, c'est une liste déroulante. On pourrait demander aux étudiants d'importer un fichier. Donc, s'ils avaient un travail à faire et qu'on voulait leur faire importer directement dans leur examen. On pourrait avoir une échelle linéaire de 1 à 10, donc très utile pour les sondages. Des grilles à choix multiples pour faire des associations. On a finalement les options de date et heure. Supprimer. OK, donc j'ai fini mon examen. Ici, j'ai une question qu'on va supprimer parce que c'est une question qui est de trop. Je vais faire une dernière vérification pour m'assurer que les examens ont bien, que les questions ont bel et bien tous des points, que les bons choix de réponse ont tous été insérés. Si jamais vous aviez des questions qui avaient besoin d'images, donc il est possible de rajouter une image à la question et de l'importer à partir de votre ordinateur ou à partir d'Internet. Donc ici, je pourrais avoir un schéma avec les choix de réponse à entrer, la question. Donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce que les étudiants vont voir. Une fois que mon examen est terminé, donc les changements vont automatiquement être sauvegardés dans Google Drive. Je vais pouvoir fermer mon onglet et je vais pouvoir publier le devoir pour que tous les étudiants puissent faire l'examen. Je vous suggère fortement, pour ce qui est des examens, c'est de les publier seulement au dernier moment quand vous êtes prêt quand vous êtes prêt à ce que les étudiants fassent leur examen. Une autre option aussi, pour les étudiants qui sont absents, donc quand vous avez votre examen, à la droite, il y avait toujours la possibilité de choisir les étudiants. Eh bien, vous pourriez très bien cocher seulement les étudiants que vous savez qui sont présents en classe ou à distance. Ainsi, ils ne pourraient pas rester chez eux à la maison avec leur page de réponse qui serait là. Donc, c'est des façons un peu de contrôler à qui va pouvoir faire son examen. J'ai déjà fait l'examen en tant qu'étudiant. Donc, on va aller voir maintenant comment se passe la correction. Je vais ouvrir l'examen démonstration. Et en bas à droite, je vais avoir un symbole de crayon. Je vais cliquer sur le crayon pour retourner en mode édition. Si jamais j'avais fait des erreurs ou si je veux modifier mon formulaire ou le bonifier pour les années futures, ben, il est possible de le réutiliser. Donc, j'ai déjà fait l'examen avec 2 étudiants, comme on peut le voir ici. Donc, on va pouvoir aller maintenant corriger notre examen. Personnellement, moi, je ne corrige jamais mes examens faits avec Google Forms seul dans mon bureau. Je corrige toujours les examens en classe avec les étudiants. Ça sert d'un côté à montrer aux étudiants comment je corrige. Ils apprennent ainsi ma méthode de correction plus facilement. Et je m'en sers également pour faire automatiquement la révision de l'examen. Donc, en corrigeant tout le monde ensemble, on est certain qu'on arrive tous à la même conclusion. Puis, il est très, très rare que je vais avoir des problèmes avec les étudiants. L'autre côté positif, c'est que certains étudiants vont choisir une réponse peut-être aléatoire ou peut-être qu'ils hésitaient entre 2 réponses. Et bien là, ils risquent d'avoir vraiment la bonne explication pour
de savoir pourquoi est-ce qu'une réponse était bonne, pourquoi est-ce qu'elle était mauvaise, même s'il y a eu ces points de façon totalement aléatoire. Une fois que je suis rendu dans l'onglet Réponses, je peux voir moi très rapidement le résumé statistique d'où se trouve mon groupe. Donc sur 12, la moyenne est de 5, la médiane est de 2. On peut voir que j'ai un étudiant qui a eu 2 sur 12 et un étudiant qui a eu 8 sur 12. Donc ça me permet vraiment de voir l'étalage des pointages. Je peux voir les scores, donc ça c'est certain que c'est quelque chose que je ne présente pas en classe. Et finalement, je vais avoir les questions individuelles. Maintenant, pour ce qui est de la correction avec mes étudiants, moi je m'en vais toujours dans l'onglet Questions et je vais corriger les réponses individuellement avec eux. Donc, combien font 2 plus 3? C'était une question qui se corrigeait tout seul. Donc, vous voyez, je n'ai rien fait. Un étudiant, je ne sais pas c'est qui, a obtenu 2. Et un autre étudiant, je ne sais pas c'est qui, a obtenu 0 sur 2. J'avais même inscrit des commentaires à savoir si l'étudiant avait une mauvaise réponse. Bien, voici ce qu'il va obtenir comme commentaire. Et j'avais même joint un lien vers les jardins de Wiki pour avoir un petit peu plus de rétroaction. À date, je n'ai pas corrigé personne, mais les points ont déjà été attribués. Passons à l'autre question. Combien font 5 fois 7? Encore là, cette fois-ci, les deux ont répondu 35, donc je peux vraiment un peu plus m'assurer ou être plus certain que la multiplication, peut-être que ça a été bien compris finalement. 36 plus 27, c'est une réponse à entrer manuellement. Donc on peut voir que 1,63 ici, on a obtenu les 2 points, et le 25, on a obtenu 0 sur 2. Prochaine question, quels sont les protocoles utilisés pour naviguer sur le web? Si on ne se souvient plus des options, on a toujours le choix d'afficher avec les bonnes et les mauvaises réponses. Donc, je peux voir qu'un étudiant a inscrit les 3 bonnes réponses. Il a donc eu ces 2 points, mais que l'autre étudiant a eu 2 bonnes réponses sur 3, a choisi une mauvaise réponse en pensant que c'était DHCP, mais non, ça ne fait pas partie. C'est une place aussi qui me permet de voir très très rapidement combien d'étudiants ont choisi certaines mauvaises réponses. Donc peut-être que dans mes propos, quand j'expliquais en classe, ce n'était pas assez clair. Peut-être que les étudiants se sont mélangés en 2 terminologies bien précises. Donc ça peut m'aider à trouver les sujets dont je devrais revenir. Finalement, après avoir réfléchi, après avoir discuté avec les étudiants, on se rend compte que DHCP pourrait peut-être faire l'affaire, mais il est toujours possible de modifier le pointage et d'attribuer par exemple un point sur 2 et d'enregistrer le résultat de la question. Présentement, je n'avais qu'une seule réponse, un seul étudiant qui avait entré ses choix précis, mais imaginez qu'il y avait 10 étudiants avec exactement la même situation, bien simplement en changeant le chiffre à cet endroit et en cliquant sur enregistrer, j'aurais modifié la note de 10 étudiants. Donc c'est plaisant, moi je sauve beaucoup de temps. Allons maintenant vers les questions un petit peu plus à développement. Donc, conjuguer le verbe avoir au présent, la deuxième personne du singulier. Une première personne, c'était une réponse qui se corrigeait pas nécessairement automatique. Donc, la première, tu es avec un T majuscule. Il n'y a pas de point qui s'est mis automatiquement parce que je désire moi-même faire la vérification. J'estime que la réponse est bonne. Donc, je peux tout simplement cliquer sur le crochet. Les 2 points sont donnés. Tu es avec un T minuscule. C'est bon également. Donc, on va mettre 2 points. Encore là, je le répète, j'ai seulement 2 répondants, donc c'est très rapide. Mais si j'avais une classe de 25, c'est probablement 2 choix qui seraient revenus souvent. Donc, j'aurais eu à faire 2 ou 3 clics pour avoir corrigé entièrement la question. Personne ne sait qui a répondu quoi, donc c'est totalement anonyme pour l'écran ici. Ça me permet de rester impartial envers mes étudiants et quand je présente en avant sur le projecteur, les étudiants peuvent voir les différents choix qui ont été envoyés par leurs collègues, encore là, de façon anonyme, et ça porte des fois à réflexion ou à corriger certaines lacunes dans la matière. Finalement, pour la question qui est un peu plus à développement, là, c'est sûr qu'il faudrait lire chacune des questions, voir si ça s'applique. Là, à savoir si on peut corriger une telle question en classe, ça dépend de la longueur. Mais on pourrait dire, qu'expliquer comment Platon réagirait à la crise ethnique vécue présentement aux États-Unis.
Il proposerait de trouver dans le passé des situations qui pourraient être significatives pour analyser le problème actuel. Les éléments semblables et distincts pourraient permettre de réfléchir à la situation actuelle. Donc, si j'avais à présenter ça, on pourrait dire, ben, c'est bon, ça fit avec le sujet. Puis, qu'est-ce que vous pensez, les étudiants, de les éléments semblables et distincts, de quoi on parle? On pourrait élaborer là-dessus, donc poursuivre un peu les notions tout en corrigeant. Et finalement, il demanderait à Socrate, ben clairement, la réponse, elle n'est pas bonne. Je pense qu'il n'y aurait pas de surprise de toute façon en classe, mais on pourrait en profiter pour en parler. Dire, bon, parfait, demander à Socrate. Socrate, qu'est-ce qu'il dirait justement de la crise ethnique vécue aux États-Unis? Donc, je vais enregistrer mon examen. Donc, toutes les questions ont été corrigées. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pourrais retourner dans le résumé et voir que les points ont été modifiés. Je peux voir maintenant le total des scores pour les différents étudiants et finalement publier les scores. Les étudiants vont recevoir automatiquement un courriel pour leur indiquer que leurs scores vont avoir été publiés. La note va également se retrouver sur Google Classroom au même endroit de l'examen. Je vais tout simplement avoir besoin d'importer les notes de Google, du formulaire vers Google Classroom. Et je devrais voir les notes qui vont s'y retrouver. Si je veux permettre que les étudiants aillent à leur cahier de notes à l'intérieur de Google Classroom, on pourrait cocher les étudiants et leur envoyer leurs notes ainsi que des commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de transmettre vos notes également par mail. Dernière petite chose pour ce qui est de l'examen, s'il arrivait qu'un étudiant avait besoin de voir sa propre copie, bien, c'est possible. J'ai simplement qu'à aller dans l'onglet Réponses de mon examen, ensuite le sous-onglet Individuel, de choisir l'étudiant qui veut voir sa copie d'examen et je vais être capable de regarder avec l'étudiante ou l'étudiant les résultats qu'il a eu, peut-être avoir des discussions et puis peut-être lui imprimer sa copie pour qu'il puisse refaire ses devoirs par la suite.